Bonjour Pascal Boniface, vous Bonjour, êtes le directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous publiez Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique. On va en parler dans quelques instants. D'abord, l'actualité, la visite donc de Joe Biden auprès de Benjamin Netanyahou en Israël. Aujourd'hui, ça signifie quoi, Pascal Boniface? Il y a véritablement aujourd'hui un jeu qui se joue, un jeu, si on peut l'appeler comme ça, un jeu international sur cette tragique situation, notamment après le bombardement. On n'a pas encore les explications d'un hôpital. Oui, effectivement, le fait que le conflit est d'abord bilatéral, mais il s'est élargi à l'environnement régional puis mondial, de peur qu'il y ait un embrasement. Et Joe Biden est en Israël à la fois pour rassurer les Israéliens sur la solidarité infaillible des États-Unis à la guerre d'Israël et éviter l'embrasement, sauf qu'il arrive au moment où il y a ce bombardement sur l'hôpital, même s'il n'y a aucune preuve sur l'origine, mais en tous les cas, les leaders arabes qu'il devait voir ne veulent plus le voir dans cette situation-là. Et donc, son voyage est déjà compromis avant même qu'il ne commence. Oui, alors évidemment, on n'a pas encore la certitude sur ce qui s'est passé concernant l'hôpital, mais Joe Biden prend parti en faveur de la version israélienne? Dès le départ, mais de même que dès le départ, il avait dit qu'Israël avait le droit de se défendre de façon inconditionnelle. C'est ce qui lui est reproché, y compris par des pays arabes très proches des États-Unis, comme l'Égypte, qui dépend beaucoup des États-Unis d'un point de vue économique stratégique, et même la Jordanie, qui s'est dit, dans ces conditions, il aurait été impossible par rapport à leur propre opinion publique, même s'ils sont des pays autoritaires, leur opinion publique est chauffée à blanc et ne supporte plus à la fois ce discours moral du monde occidental, notamment sur la guerre en Ukraine, et le fait que lorsqu'il s'agit du Proche-Orient, eh bien, le droit international humanitaire, l'interdiction du recours à la force pour acquérir les territoires n'est plus prise en compte. Oui, il y a des manifestations. Parfois même, on l'a vu en Tunisie contre l'ambassade de France, des manifestations solidaires avec les Palestiniens. Est-ce que ça peut s'embraser? Est-ce que ça peut aller plus loin? Alors ça peut s'embraser de plusieurs façons. D'une part, il peut y avoir une extension de l'autre côté de la frontière israélienne si le Hezbollah se met en route ou si un engrenage, des escarmouches qui se transforment en engrenage plus lourd se fait. Et puis il y a aussi, on le sait, des violences entre colons et Palestiniens en Cisjordanie, et les ministres extrémistes garants de la sécurité, en recharge de la sécurité, sont toujours en fait dans le cabinet, malgré la mise en place d'un cabinet d'union nationale. Et puis on craint aussi des heurts entre arabes et juifs au sein même d'Israël. Oui, alors il y a, on va en parler évidemment, de l'autre côté, Vladimir Poutine, vous en parliez, de l'Ukraine. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux poids, deux mesures, ou est-ce qu'on le ressent comme ça? Alors, nous, on ne le ressent pas comme ça dans le monde occidental, mais c'est ressenti comme cela dans le reste du monde. Et Poutine, bien sûr, en joue, puisque finalement, l'attention s'est détournée de la guerre en Ukraine pour se concentrer sur le conflit entre le Hamas et Israël, voire une extension régionale. Il y a du mal à voir deux guerres en même temps au sommet de l'actualité. Désormais, c'est plutôt ici qu'on se concentre. Et effectivement, on voit bien que les Occidentaux qui condamnaient les bombardements d'immeubles, de civils par la Russie, là, ne peuvent pas rester tout à fait muets quand Israël en fait de même. Après, bien sûr, la condamnation des actions terroristes de la part du Hamas. Mais une fois que Israël se met en branle et que l'on peut craindre qu'il y ait de plus en plus de victimes civiles dans la population palestinienne, notamment à Gaza, eh bien, les Occidentaux sont un peu pris au piège entre leur alliance avec Israël et l'énonciation de principes qu'ils font haut et fort quand il s'agit de la Russie et auxquels on reproche de le faire moins quand il s'agit d'Israël. Oui, alors on voit Vladimir Poutine, on voit des images qui rencontrent Xi Jinping en Chine. On comprend là que Vladimir Poutine, au fond, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour lui, ce qui arrive au Proche-Orient. Bien sûr, parce que ça détourne l'attention de l'Ukraine et ça crée des difficultés pour les Occidentaux. Et tout ce qui peut gêner les Occidentaux est pain béni pour Poutine. Par ailleurs, il n'était pas sorti de Russie depuis déjà assez longtemps. Et là, il va dans un pays central, dans un pays qui est quand même la deuxième puissance mondiale, pour montrer qu'il n'est pas un banni, pour montrer qu'il n'est pas isolé et qu'il peut toujours circuler malgré son inculpation par la Cour pénale internationale. Oui, mais on voit bien que Vladimir Poutine veut jouer aujourd'hui les émissaires de paix, ce qui paraît complètement fou après ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Ukraine. Le moins que l'on puisse dire, c'est assez peu crédible, en effet, vu les crimes de guerre et le début de la guerre qu'il a lancée en Ukraine. Mais Poutine peut dire, moi je parle aussi bien au Hamas qu'aux Israéliens. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Et donc c'est son atout, c'était son atout avant le début de la guerre en Ukraine. Il a en grande partie gâché de nombreux de ses atouts avec cette guerre. Mais dans les séquences actuelles, Poutine est l'un des rares qui a d'excellents rapports, d'excellentes relations avec Benjamin Netanyahou et qui a aussi un contact direct avec le Hamas, puisque lui n'a pas condamné le Hamas. Oui, sauf que lorsque Poutine dit et compare le siège de Gaza au siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, au fond, le siège de Leningrad, c'était les nazis
qui le conduisait. Et donc c'est comparé au fond les Israéliens aux nazis. Donc ça, il se situe clairement dans le camp palestinien. Alors il drague les voix du Sud, effectivement, en faisant une comparaison qui n'a pas lieu d'être, parce que même s'il y a beaucoup de destruction à Gaza, ce n'est rien, bien sûr, par rapport à ce qu'ont fait les nazis à Leningrad et dans le reste. Et puis on pourrait aussi parler de ses propres bombardements de populations civiles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Poutine n'est pas très bien placé pour se faire le héros de la condamnation des bombardements de populations civiles, puisque lui-même y recourt de façon relativement intense contre l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sûr de gagner à ce jeu-là. C'est une tentative, au fond, quand il dit je peux être un émissaire de paix au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Il essaye un peu de convaincre ceux qu'il peut convaincre, de desserrer l'étau. Il est en difficulté. Là, il voit une aubaine, finalement. Cette guerre est une sorte d'aubaine pour lui, parce qu'une fois encore, ça détourne l'attention du conflit russo-ukrainien, qui n'est plus au cœur de l'actualité, et ça met à mal les Occidentaux dans leur position sur respect des normes universelles, respect des normes, et qu'on voit bien qu'ils appliquent avec une relative différence. Et c'est bien sûr l'accusation du double standard, que l'on pourrait d'ailleurs aussi retourner contre Poutine, mais lui joue sur le fait que cette accusation du double standard des Occidentaux est souvent mise en avant dans les pays du Sud. Oui, mais on peut se dire que Poutine, évidemment, pense que Joe Biden, qui est donc en ce moment rencontré Benjamin Netanyahou, ne pourra pas mener de front à la fois du côté, évidemment, d'Israël et en même temps le soutien aux Ukrainiens. Alors, il peut continuer à le faire, mais ça apparaîtra de plus en plus contradictoire. Et l'argument moral, qui est souvent mis en avant par Biden et par les Occidentaux, on aide l'Ukraine pour des raisons morales. Eh bien, effectivement, on dira, mais votre morale, elle est à géométrie variable. Vous l'utilisez quand ça vous arrange. Et donc, en fait, dites la vérité, ce sont des intérêts géopolitiques, puisque la morale, votre morale, que vous dites universelle, est en fait sélective. Oui, et en même temps, on a eu les premiers tirs de missiles à longue portée fournis par les Américains aux Ukrainiens qui ont eu lieu. Donc, Zelensky s'en est félicité. Et donc là, ça veut dire une intervention vraiment des Américains dans la guerre qui est menée contre l'Ukraine. Bien sûr, on ne va pas jusqu'à la fourniture de soldats, mais les équipements, rappelez-vous, au départ, on devait fournir que des équipements défensifs, puis il y a le débat sur les chars, puis le débat sur les avions, sur les missiles de longue portée que les Américains ne voulaient pas livrer à l'Ukraine. Et on voit qu'au fur et à mesure, les noms se transforment en oui mais puis en oui. Mais en même temps, on voit bien que l'offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats escomptés et qu'il y a toujours une sorte de confrontation, de conflits gelés. Et pour l'instant, à moins d'un effondrement de l'armée russe qui ne s'est pas produit et dont on voit mal pourquoi il se produirait maintenant, eh bien on peut s'attendre à un conflit qui dure avec une absence de progression rapide des forces ukrainiennes. Oui, alors vous publiez, Pascal Boniface, Guerre en Ukraine, longue de choc géopolitique, c'est publié chez Erol et vous sous-titrez ça à contre-courant des analyses émotionnelles. Pourquoi vous dites, au fond, il y a des analyses émotionnelles, on ne peut pas regarder ce conflit d'une manière objective, au fond, on détourne le regard. Dès qu'il y a un conflit, bien sûr, les gens prennent parti, etc. Alors, bien sûr, il faut céder à l'émotion quand on voit des morts civiles, des destructions, mais il ne faut pas que l'analyse dépende de cela, et on doit rester dans la complexité des situations. Et donc, le fait de ne pas reprendre tout à fait tous les arguments de Zelensky ne doit pas vous transformer en partisan des crimes de guerre de la Russie. Notre métier d'analyse, c'est quand même de mettre les choses en perspective, de décrire la réalité des faits, et non pas uniquement de céder dans l'émotion, parce que nous ne sommes pas protagonistes, nous sommes analystes. Mais pourquoi, au fond, vous dites vous-même, peut-être, Pascal Boniface, vous êtes peut-être la cible de ce genre de critique? Oui, bien sûr, et c'est bien sûr encore pire pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, qui est encore plus sensible que le conflit russo-ukrainien. Eh bien, effectivement, vous avez très rapidement, une fois encore, si vous ne reprenez pas totalement le discours de Zelensky, on vous classe dans des catégories de partisans de Poutine. Je peux dire à la fois que nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie. Aucune de ces erreurs ne justifie la guerre. Aucune de ces erreurs ne justifie les crimes de guerre. Mais on peut dire les deux en même temps. On aurait pu éviter cette guerre si on avait connu moins d'erreurs à l'égard de la Russie depuis la sortie de la guerre froide jusqu'il y a 2 ans. Malheureusement, elles ont été faites et surtout, malheureusement, Poutine en a pris comme conclusion qu'il pouvait faire la guerre pour obtenir des avantages politiques. C'est bien sûr un échec tragique, tragique pour l'Ukraine, tragique pour la Russie et tragique pour le monde entier. Alors, est-ce que, parallèlement, pour ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza, on peut à la fois condamner le gouvernement de Benjamin Netanyahou, condamner peut-être la riposte ou
peut-être du moins le niveau de cette riposte, tout en condamnant évidemment les épouvantables crimes menés par les terroristes du Hamas. Bien sûr, il ne faut pas avoir la condamnation ou la morale hémiplégique. Vous ne pouvez pas à la fois rester muet devant les crimes et les attentats du Hamas, les crimes terroristes du Hamas, et critiquer les bombardements israéliens. Mais vous ne pouvez pas non plus, à l'inverse, rester muet devant les bombardements israéliens de populations civiles et dénoncer uniquement les attentats du Hamas. Donc, si vous êtes cohérent, vous condamnez toute attaque dont les civils sont les victimes, puisque la guerre, c'est entre militaires, et dès qu'il y a atteinte sur les populations civiles, on n'est plus dans le droit de la guerre, on est dans la violation claire et nette du droit humanitaire. Mais la guerre militaire, c'est du côté d'Israël, c'est une armée. De l'autre côté, ce sont des terroristes. Au fond, le Hamas, c'est un groupe terroriste. Ce ne sont pas des militaires représentants d'un État. Et c'est pas un État, peuple. effectivement. Mais donc, même si vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas une raison pour bombarder Gaza tout entier, parce que tous les habitants de Gaza ne sont pas responsables et comptables des actions du Hamas, sauf à dire qu'il y a 2 millions de terroristes à Gaza. Alors, certains extrémistes le disent, effectivement, mais je ne crois pas que ça soit la position d'un honnête homme. Oui, mais néanmoins, il y a un soutien du Hamas dans le monde arabe. Oui, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de solution politique, comme l'autorité palestinienne est décrédibilisée par son inaction, par sa corruption, le Hamas a voulu capitaliser sur l'absence de perspective politique pour dire, vous voyez, nous, dès le départ, on a critiqué les accords d'Oslo, regardez, ils ont échoué, on a cela. Et donc, effectivement, il ne faut pas confondre le soutien au Hamas et le soutien à la cause palestinienne. Il y a effectivement quelques extrémistes qui soutiennent le Hamas en disant, voilà, justice est faite, ils ont réparé les crimes qu'ont commis les Israéliens, mais la plupart des gens disent, faire un distinguo très net entre le Hamas, donc, qui commet des attentats terroristes, et les Palestiniens qui ont droit eux-mêmes à l'autodétermination comme les autres peuples. Mais est-ce qu'en France, la France insoumise, on va dire, finalement confond justement les deux en ne voulant pas dire que le Hamas est un groupe terroriste? Est-ce qu'au fond, ils confondent le Hamas et la cause palestinienne? Il y a eu, chez certains d'entre eux, pas chez tous d'ailleurs, mais certes, parce que certains membres de la France insoumise se sont distingués de ces propos. Certains, mais Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot... Il y a effectivement une confusion qui vient desservir, parce que du coup, on se fait un débat sur la qualification et pas un débat sur les faits. Et donc, effectivement, ça c'est venu brouiller le message. Je crois qu'il faut clairement, une fois encore, dénoncer les attentats du Hamas et clairement dénoncer une répression trop brutale et trop aveugle des Israéliens. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais la polémique sur les propos de Mme Obono hier, avec Jean-Jacques Bourdin, qui dit le Hamas est un groupe de résistance. Oui, ça, c'est ce qu'on peut dire dans certaines capitales étrangères, mais ce n'est pas la position française, puisque pour les Français, pour la France, le Hamas est une organisation terroriste. Alors, on peut dire que c'est un mouvement qui contrôle le Gaza, mais les actions qui ont été commises le 7 octobre sont des attentats terroristes. Il n'y a pas... Quand on attaque des civils, si le Hamas avait attaqué des militaires israéliens et pris en otage des militaires israéliens, on peut dire c'est un acte de guerre. À partir du moment où vous allez attaquer des civils chez eux, des gens qui font la fête, c'est une attaque terroriste. Oui, là, si on revient une seule seconde sur cet hôpital, au fond, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. On ne le sait pas. Ça peut être l'un camp ou d'un autre. Oui, bien sûr, une double revendication. Chacun accuse l'autre. Mais au fond, oui, chacun va rester sur ses positions. Il y a une enquête internationale. Oui. Il y a une enquête internationale qui va prendre du temps pour déterminer. Elle peut s'ouvrir dès maintenant. Il suffit qu'il y ait accès et qu'il y ait une enquête internationale pour savoir qui a fait cela. Et si on refuse l'enquête internationale, c'est qu'il y a quand même quelque chose à cacher. Oui, hier on entendait le bourgmestre de Bruxelles qui autorise les manifestations en faveur des Palestiniens à Bruxelles, alors que ces manifestations sont interdites en France. C'est vrai que dans ces manifestations, on entend parfois mort aux juifs ou des slogans antisémites. Oui, alors pas toujours, c'est arrivé quelques fois, ce n'est pas le flux. Les organisations pro-palestiniennes, dans lesquelles les juifs sont nombreux d'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement une confrontation entre juifs et arabes, il y a beaucoup de juifs qui participent aux organisations de défense des droits des Palestiniens. Je pense qu'il faut... Parce que sinon, en fait, on va un peu développer une sorte de pensée sournoise. Si c'est interdit, il faut les autoriser et être sévère. Si ce type de cris inadmissibles sont entendus, il y a des caméras, on sait ce qui se passe, il faut punir. Mais il ne faut pas... parce que quelques imbéciles et criminels pourraient crier des slogans de ce type, interdire toute manifestation, sauf là aussi alimenter un peu l'idée qu'il y a un deux poids deux mesures. Donc autorisons les manifestations qui sont autorisées partout dans le monde, y compris aux États-Unis, y compris au Royaume-Uni. Mais par contre, il faut être sévère s'il y avait ce type de dérive, ce type de cri. On a pu savoir, par exemple, qu'il y avait des gens qui avaient refusé la minute de silence pour l'hommage rendu au professeur qui a été assassiné. Très honnêtement, s'il y avait des cris antisémites dans une manifestation, on l'entendrait, on le saurait et on saurait qui c'est. Oui.
En clair et en résumé, Pascal Boniface, il y a un risque d'embrasement régional avec évidemment l'Iran. On voit bien ce qui peut arriver demain. Oui, parce que les opinions sont chauffées à blanc dans tous les pays arabes, et effectivement, y compris donc dans des pays qui ont fait la paix avec Israël. La Jordanie, l'Égypte, le Maroc est très embêté. Le Maroc a fait la paix avec Israël, mais l'opinion publique marocaine est très engagée en faveur de la Palestine. Et donc il y a ce choc, et puis il y a effectivement une crainte réelle d'importation du conflit israélo-palestinien. On doit, par rapport à cela, autoriser tous les débats et condamner très sévèrement toutes les injures et toutes les violences. Merci Pascal Boniface. Vous publiez Guerre en Ukraine, longue de choc géopolitique. C'est absolument passionnant. À contre-courant des analyses émotionnelles aux éditions Erol. Puis je montre aussi Géostratégiques numéro 2. Ça, c'est une bande dessinée pour aimer finalement et comprendre un petit peu toute l'actualité internationale comme vous le faites sur notre plateau. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci Patrick Simonin.